On a compris que depuis 30 ou 40 ans, les démocraties ont trouvé dans l'emprunt systématique, la réponse à la plupart des problèmes qui se posaient sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Si bien que le recours à l'emprunt a été une sorte de politique systématique, se substituant à l'art de la décision et à l'obligation de choisir. Dans nos sociétés démocratiques et pacifiées, qui sont par nature, je crois, peu portées à l'effort collectif, une culture de l'endettement s'est installée. Non seulement, je voulais le dire ici, parmi les élites gouvernementales, dans la production d'un déficit devenu important et d'une dette colossale, mais aussi dans la population tout entière, qui est à mon avis un point malgré tout important du problème. En attestent les niveaux d'endettement privé. C'est non seulement l'action de l'État, mais le niveau de vie tout entier qui a reposé sur une dette devenue immense. Et la vertu de la crise financière est bien d'imposer un coup d'arrêt à une cause trop artificielle de prospérité. En quelque sorte, je dirais que le monde réel est de retour. Et de ce point de vue-là, ça ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Je note qu'avant la crise financière, toutes les raisons avaient été vainement invoquées pour mettre un terme au recours excessif et systématique à l'emprunt. Je veux dire cela parce que c'est tout de même étrange. C'est un échec collectif. C'est un échec de la délibération. C'est un échec du débat démocratique. C'est un échec de l'information. Nous n'avons pas réussi à infléchir cette tendance, malgré l'invocation du coût croissant de la charge de la dette, ça ne marche pas, de la maîtrise de l'indépendance nationale, Nicolas Bavrez, c'est un argument que je considère comme premier et cela n'a pas suffi, de la responsabilité à l'égard des générations futures. Nous qui avons inscrit dans la Constitution un principe de précaution, nous sommes sur ce plan-là insensibles à l'application dans le domaine des finances publiques de l'impératif de précaution. Nous qui cherchons à bâtir un mode de développement durable, nous sommes insensibles sur le thème des finances publiques à la nécessité d'un financement durable, la cohérence européenne, tout ceci, tous ces arguments, et on peut le dire avec l'autorité et la force que donne le jugement rétrospectif, puisque on peut penser que c'est tout de même désormais plutôt derrière nous, on verra bien, sinon cela risque d'être catastrophique. Et bien, tous ces arguments n'ont pas produit les effets que nous entendions de leur énoncer. Et finalement, seule la crise et le coût du financement ont placé les sociétés démocratiques devant la nécessité d'engager, bon gré mal gré, le retour à la responsabilité budgétaire. C'est une situation politique compliquée. C'est, je crois, ce qu'a voulu aussi nous dire le ministre François Baroin lorsque nous lui avons fait une série de propositions ce matin au cours de cet échange. Je vais prendre 3 exemples, je serai très bref, bien sûr, dans 3 registres différents pour qualifier ce contexte dans lequel va, à l'échelle européenne d'ailleurs, s'inscrire le tournant de la responsabilité budgétaire. Sur le plan économique, la compétition atteint une intensité sans précédent, notamment en raison de son universalisation. Nous nous trouvons donc dans la nécessité de devoir réduire grandement le poids de la dépense publique au moment où il faut engager une adaptation de nos économies à la nouvelle donne. Sur le plan social, deuxième exemple, le basculement démographique est à coup sûr porteur d'un accroissement des dépenses au moment où il faut les contenir, voire les réduire. Sur le plan politique, le virage budgétaire intervient à l'orée d'un cycle historique qui me paraît dominé par la montée en puissance d'une offre populiste que la crise des finances publiques pourrait bien alimenter, car la réduction des ressources redistribuées favorise la contestation de la répartition décidée, la frustration des clientèles déçues et la surenchère. Mais contrairement à ce que l'on entend et à ce que l'on lit souvent, il me semble en tout cas, la responsabilité budgétaire n'annonce pas le rétrécissement de l'action gouvernementale. Seule une conception ultra-étatiste peut établir une équivalence entre l'ampleur de l'action gouvernementale et le niveau de la dépense publique. Loin de l'interprétation conservatrice que je viens de
de présenter, la nécessité de réduire les déficits publics ouvre au contraire un immense chantier, celui de la réinvention du discours et de l'action politique. Il consiste en un redéploiement de la puissance publique et en une redéfinition de l'action gouvernementale qui oriente et qui met en mouvement cette puissance publique. Il faut reconsidérer non seulement les moyens de l'État, mais aussi les fins légitimes de son action. Il faut spécialiser la puissance publique, sélectionner ses domaines de compétences, c'est-à-dire renoncer à certains d'entre eux, établir des priorités stratégiques et les hiérarchiser. Il faut donner le jour à des formes innovantes de politique publique, notamment en recourant à des modes de financement combinant à coup sûr plus volontiers les ressources privées, ou encore en mobilisant massivement les capacités du numérique qui me semblent encore presque entièrement ignorées à l'échelle de l'administration publique nationale et qui sont pourtant des réservoirs considérables d'économie et de politique publique innovantes. Et cela suppose également de définir les termes d'une nouvelle délibération politique incluant une pédagogie de la responsabilité budgétaire, les discussions et les négociations avec les groupes sociaux concernés. De la même façon, la responsabilité budgétaire peut conduire, et nous le préconisons à la Fondation, à une européanisation croissante de pans entiers de la dépense publique. En matière de recherche scientifique, c'est évident, en matière d'enseignement supérieur, en matière d'infrastructure, et même, pensons-nous, en matière de défense militaire. Il y a beaucoup d'efforts à faire en ce domaine. L'établissement d'une contrainte constitutionnelle d'équilibre des comptes est, de ce point de vue, une réponse particulièrement appropriée aux temps nouveaux, parce qu'elle conditionne l'inscription dans la durée de la nouvelle politique budgétaire. La responsabilité budgétaire est l'une de ces révolutions qu'impulse non pas un idéal séduisant, mais les lois du monde réel. Pour autant, je crois que ce serait une erreur, une grave erreur, et peut-être fatale, que de placer cette orientation sous le signe de l'effort attendu et des économies nécessaires, qui sont un peu le vocabulaire que l'on entend très souvent et je crois trop souvent. Un tel vocabulaire n'est pas approprié à la vraie nature du mouvement initié. Il ne faut pas laisser penser qu'il s'agit de contraintes passagères, que leur respect pendant quelques mois ou quelques années nous permettra de revenir à l'état antérieur. La vérité est que pour maintenir nos standards de vie actuels, sans nos déficits actuels et sans notre dette extrême actuelle, puisque nous ne pouvons plus les financer, il faudra bien auparavant créer une richesse d'une valeur équivalente à, disons, l'ensemble du déficit public annuel actuel, plus la moitié de l'endettement. Cela fait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses à créer.